Donc du coup, on a pour mission, donc effectivement, comme ce que Thibaut nous a présenté, de montrer un peu ce qu'on fait en tant que référent première et deuxième ligne, surtout deuxième ligne aujourd'hui. Juste, merci. Juste avant, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la deuxième ligne aujourd'hui, mais on voulait juste souligner la première ligne qui est quand même nécessaire, ça a déjà été répété, mais qui concerne finalement tout le secteur, tous les secteurs, pardon, que ce soit sanitaire, médico-social, l'éducation nationale qui a déjà été aussi bien soulignée, et les secteurs libéral, finalement, toute personne qui va graviter autour de l'enfant ou de l'adulte susceptible d'être TSA va avoir son importance dans son repérage. On voulait juste remettre ça aussi à jour parce que c'est aussi eux qui vont avoir une importance dès le début du parcours de la personne. Donc, bonjour à tous. Dans le cadre des structures enfants et adolescents, les 3 CRA ont réuni en fait leur répertoire pour constituer une cartographie au niveau régional, où on a pu décliner différentes structures, type EPDA, PCO, des PCPE également, des équipes mobiles, IME, CMP, CATTP. Est-ce que vous pouvez décliner les sigles si jamais tout le monde ne les connaît pas par cœur? Ah, c'est après, pardon. C'est après. Eh ben, effectivement, ce qu'on voulait, c'était pouvoir éclaircir un petit peu tous ces acronymes qu'on entend tous et on ne sait pas forcément qui est qui. Et puis vous remercier du coup, parce que je pense que chacun va s'y retrouver, de votre présence aujourd'hui et de votre collaboration dans ce parcours qui est le diagnostic. Alors tout d'abord, on va vous présenter l'EPDA, qui est une équipe pluridisciplinaire diagnostic précoce de l'autisme, donc qui a cette mission d'aller dans cette démarche diagnostique. C'est vraiment ciblé pour les enfants de 0 à 6 ans et c'est une équipe pluridisciplinaire qui dépend bien souvent de CAMS, de CMPP. Ensuite, on aura les PCO, donc les plateformes de coordination et d'orientation, qui maintenant sont bien souvent raccrochées au TND, donc PCO, TND, pour qui le public concerné, c'est les enfants de 0 à 7 ans. Et on entendait parler ce matin d'une évolution des PCO pour les 7-12 ans à venir. Voilà. L'idée est vraiment de pouvoir rentrer dans l'accompagnement avant même un diagnostic posé. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire gérée par un médecin coordinateur qui va pouvoir regrouper différents professionnels pour pouvoir mettre en place dès les signes cliniques de troubles, voilà, des prises en charge avec des professionnels de santé libéraux ou du secteur médico-social et de la santé. N'hésitez pas à me couper si je me trompe, parce que vous savez ce que vous faites. Donc voilà, si je fais une erreur, voilà, vous pouvez intervenir. Nous avons le secteur des CMP, centres médico-psychologiques, qui est un lieu de soins public et sectorisé, c'est-à-dire qu'il dépend donc du lieu, du domicile de la famille, où là l'équipe est composée de professionnels soignants et paramédicaux et de professionnels du social. On a les CMP pour enfants et des CMP adolescents et adultes. Nous avons pu noter tout ce qui était de l'ordre des CATTP, même si la mission première n'est pas d'ordre de diagnostic mais d'accompagnement, mais c'est aussi parce que bien souvent sont raccrochés au CMP aussi cette appellation de CATTP. Donc pour pouvoir définir ce qu'est un CATTP, on est bien plus dans un objectif d'accompagnement thérapeutique. Le CMPP, un centre médico-psychopédagogique qui concerne les enfants et adolescents de 0 à 20 ans, a aussi cette mission de diagnostic, étant donné que l'équipe
et aussi pluridisciplinaire, composé de pédopsychiatres, de psychologues, infirmiers et tous les paramédicaux et éducateurs. Donc ils sont vraiment là pour assurer le dépistage, le diagnostic et ensuite l'accompagnement. Nous avons pu renoter les hôpitaux de jour pour qui ça s'adresse donc à toutes ces personnes qui sont en capacité d'être maintenues à domicile, mais dont il y a un fort besoin de soins et sur des temps plus longs que sur des CMP ou CMPP. Leur mission aussi, vu la composition de l'équipe, peut être aussi donc de poser un diagnostic. Nous avons renoté les structures comme les IME, les DIM, les DAM, qui sont plus d'ordre de l'accueil et qui dépendent donc d'une orientation MDPH, vu qu'il y aurait un diagnostic de handicap posé. Cependant, la porte d'entrée peut être le handicap, mais le diagnostic ne serait pas encore posé, celui de TSA. Et les signaux d'alerte et la démarche peut être lancée par ces établissements. Le CESAD fonctionne et sur ce même principe, à l'inverse des structures comme l'IME où on est sur un accompagnement de journée. Le CESAD est sur des temps aussi partiels et intervient sur les lieux de vie ou le lieu de scolarisation de l'enfant. Donc eux aussi peuvent participer au parcours diagnostic. D'ailleurs, en troisième ligne, on tient à dire que nous travaillons en collaboration avec tous ces acteurs-là et lors des synthèses, nous pouvons du coup recevoir tous ces acteurs pour amener des aspects de l'enfant ou de l'adulte que nous n'aurions pas pu observer. Donc, comme on est dans un parcours de vie, c'est important de collaborer. Nous bénéficions au sein du Grand Est de différentes équipes mobiles qui ont aussi pour mission notamment l'accompagnement, mais peuvent aussi aller dans la démarche de diagnostic. Par exemple, pour la Lorraine, pour la Moselle, on peut citer EMIA pour les enfants. Et le CAMS, bien sûr, qui concerne les enfants de 0 à 6 ans, donc Centre d'action médico-sociale précoce. Voilà, j'espère avoir fait le tour de toutes les structures pour enfants et adolescents. Je laisse la parole à Cécile. Merci. Alors moi, je suis la dernière arrivée dans toute cette équipe, donc ils m'ont laissé le truc le plus difficile à expliquer. Les adultes, donc comme on l'a dit, je vais faire vite parce que je fais attention à ce qu'a dit le docteur Saunier ce matin sur la qualité de vie. Vous avez faim, vous êtes fatigué, vous avez envie de boire. Donc je vais le faire en vraiment 90 secondes. L'idée, la difficulté qu'on a eue, nous, quand on a travaillé sur la cartographie des structures adultes, c'est la grande discussion autour mais qui on met, parce que nous, on sait qui sont les structures de deuxième ligne selon les recours HS, selon l'ARS, etc. Mais en fait, les structures de deuxième ligne chez l'adulte, ils ne savent pas forcément qu'ils sont deuxième ligne. Voilà, c'est un petit peu la petite difficulté. Donc, on a pris un parti pris, on a mis tout le monde, le maximum de gens. En sachant que tous les gens, ça veut dire potentiellement vous tous, n'hésitez pas, en fait, appelez-nous. Comme disait tout à l'heure voilà, Madame Gerbeau, on a vraiment une... Voilà, l'ARS nous donne beaucoup de missions, donc n'hésitez pas vraiment à rentrer en contact avec nous. On est là pour ça. Donc chez les adultes... on a séparé, pour expliquer vite fait, la psychiatrie et le médico-social. Donc la psychiatrie, vous allez retrouver tout ce qui est accueil ambulatoire, donc CTJ ou CPJ, qui sont des centres thérapeutiques de jour ou des centres psychothérapeutiques de jour. Dans ces structures, il peut y avoir CMP, hôpital de jour, CATTP, donc ça va vraiment dépendre de ce que fait la personne. Je vous cite juste un exemple pour illustrer. Moi, je travaille sur mon autre mi-temps dans une structure qui s'appelle l'Espace Autisme. On accompagne des personnes autistes adultes. Donc, on a une structure et dedans, on a un CMP,
un hôpital, donc un centre médico-psychologique, on a un hôpital de jour, on a un CATTP qui fait des ateliers, des activités, et on a une équipe mobile aussi. Comme ça, en fait, la personne arrive avec ses particularités, ses besoins, et nous, on y répond. C'est-à-dire que la personne, à aucun moment, elle sait si elle est en CATTP, en HDJ. Elle vient pour un accompagnement, pour des choses, et c'est nous qui, dans la cotation des actes, mettons là où ça va. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être les structures extra-hospitalières. C'est les structures pour lesquelles les CRA font des efforts de formation, entre autres, dans les pôles de psychiatrie. Et puis, il y a toutes les structures médico-sociales. Alors là, c'est encore plus compliqué que pour les structures sanitaires, parce que c'est des structures qui accompagnent des personnes dans le champ du handicap. Donc parfois, elles n'ont pas de mission ni de repérage, ni de diagnostic de façon habituelle. Par contre, elles sont amenées à faire du repérage dans leurs équipes. Donc pour ça, il y a la mesure 12 qui n'est pas au sujet de ce jour, mais qui est très intéressante aussi, sur le repérage. Et puis, il y a des structures qui sont amenées à faire du diagnostic. Par exemple, les SAMSA, normalement, ne font pas de diagnostic, font de l'accompagnement, mais parfois sont amenés à faire une partie quand même de diagnostic. Donc ça va vraiment dépendre des situations, et c'est là aussi où nous, en tant que référents deuxième ligne, on va être à votre service, puisque moi j'ai déjà eu le cas d'un SAMSA dans lequel j'ai travaillé avant, donc c'est facilitant, mais on m'a dit, mais finalement on a des gens, ils viennent, ils ont un diag, et puis en même temps ils n'ont pas vraiment de diag. Et donc on ne sait pas vraiment quoi faire, etc. Donc c'est aussi toutes ces situations qui sont un petit peu chez l'adulte, un petit peu parfois à la limite. Finalement, quelqu'un travaille dans un ESAT, on a toujours dit qu'il avait de l'autisme, et puis y a pas on ne trouve pas trace d'un diagnostic posé. Enfin, des situations un petit peu comme ça. Voilà, donc il va y avoir les SAMSA, les services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés, qui sont adossés à des SAVES, qui sont des services d'accompagnement à la vie sociale. Il y a les PCPE, les pôles de compétences et de prestations externalisées. Donc comme je vous disais, a priori, ces établissements médico-sociaux n'ont pas vocation à faire de diagnostic, mais parfois, sur l'aspect repérage, ça peut être très intéressant. Voilà, et il y a le DAP Terre de Lorraine, dont tu veux dire un mot ? Donc le DAP, qui est une structure de vivre avec l'autisme, qui permettait aussi, alors c'était plus sur le versant accompagnement post-diagnostic, mais qui permettait d'être aussi une ressource à un moment donné. Alors ça existe, le DAP, et il y a des personnes certainement de vivre avec l'autisme qui en parleront mieux que moi, mais qui permettait par la suite de pouvoir, je ne sais plus du tout où je voulais en venir, qui n'existe, le DAP spécifique TSA, qui n'existe qu'aujourd'hui à Nancy, qui n'est pas encore exporté, ce modèle n'est pas encore exporté sur les autres régions, mais qui est intéressant à pouvoir éventuellement exporter, plutôt afin d'éviter les situations de rupture, mais il faut aussi une notification MDPH comme certaines structures chez l'enfant. Pour la suite, on a fait en sorte de pouvoir aussi identifier qui faisait quoi. C'est aussi souvent la question qui nous est posée. Ça a déjà beaucoup été fait par nos collègues, donc on va quand même passer assez rapidement. C'est des critères qui ont été définis donc ça reprend les critères de complexité qui ont été établis chez l'enfant et puis qu'on articule aujourd'hui chez l'adulte. Donc sur la troisième ligne, donc, qui incombe pour les CRA et certains services hospitaliers spécialisés, il y en a très peu, mais qui sont quand même considérés comme troisième ligne. Donc, on va orienter vers la troisième ligne lorsqu'il y a un diagnostic différentiel difficile à établir, qui ont déjà été présentés, mais ça pourrait prendre entre est-ce que c'est plutôt un TSA, un TDAH, est-ce que c'est plutôt un TSA ou un trouble d'anxiété sociale sévère, comme ça a pu être déjà présenté. Les deuxièmes possibilités, c'est lorsqu'il y a des troubles associés. Eric Bizet l'a déjà bien fait avant moi, donc je ne reprendrai pas. Des situations particulières également, donc, qui peuvent être de différents ordres. Ça peut être de la déficience intellectuelle, des tableaux cliniques assez atypiques. Chez des adultes, ça peut prendre aussi des intrications
cliniques et symptomatiques, plutôt sur de la bipolarité, sur des troubles vraiment plus psychiatriques, de la schizophrénie, qui pourraient venir à un moment donné poser la question de est-ce que c'est plutôt de l'ordre du trouble du spectre de l'autisme, est-ce que c'est de la schizophrénie, est-ce que c'est de la bipolarité. Et puis, en dernier point qui est assez important, c'est lorsque la deuxième ligne, ou en tout cas un tiers, va avoir un désaccord sur le plan diagnostique. Donc, si l'une des parties n'est pas d'accord avec les conclusions de la deuxième ligne, par exemple, il peut solliciter le CRA pour pouvoir demander une évaluation différente. Et puis, donc, de fait, ces critères de complexité, en tout cas parce qu'il nous faut un cadre aussi pour pouvoir exercer, vont donner directement lieu à des critères qui, dit diagnostic simple, le terme est peut-être encore un peu flou et à redéfinir pour plus tard, mais donne pour la deuxième ligne, en tout cas, la possibilité de poser des diagnostics de TSA dits, on va dire, non complexes, donc c'est-à-dire quand il n'y a pas tous ces critères de complexité, quand il n'y a pas toutes ces comorbidités qui pourraient être éventuellement associées. Et donc c'est à ça où les deuxièmes lignes seraient autorisées, ce n'est pas du tout le bon mot, mais en tout cas, les recommandations de bonne pratique vont dans le sens là pour les diagnostics de deuxième ligne, donc, qui viennent d'être cités juste avant. Et puis je laisse la parole à mon collègue pour vous expliquer un petit peu plus spécifiquement ce que les missions qu'on a en tant que référent deuxième ligne. J'irai vite aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant toute cette matinée. Donc, dans un premier temps, une cartographie avec là où on est dispatché. On est dispatché sur les 3 régions, avec une petite particularité pour l'Alsace, c'est qu'il y a un référent seconde ligne pour le Bas-Rhin et pour le Haut-Rhin. Voilà, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est bon. Pour un peu replacer finalement la genèse de nos postes, la DITP, qui est la Direction interministérielle de la transformation publique, a émis un rapport en 2019 qui fait état de 3 choses. Un délai très important pour obtenir un diagnostic en CRA, donc une liste d'attente qui est importante, et une augmentation de la demande. Donc, suite à ce rapport, il y a eu la création de 3 lignes. Donc, comme on l'a dit, je ne vais pas les répéter, repérage, diagnostic simple et diagnostic complexe. L'idée, c'est de clarifier et identifier les rôles de tout le monde, mais voilà. Et puis de mettre en œuvre les critères de répartition entre seconde et troisième ligne. Donc, situation simple et situation complexe. Finalement, dans tout ça, notre rôle, c'est de veiller à l'application des critères de répartition des demandes diagnostiques entre la seconde et troisième ligne. Mon collègue Léo vous a donné les critères de répartition entre cette seconde et troisième ligne, et ils ont été abordés tout au long de cette matinée. On a un rôle de coordination aussi. Pour la montée en compétences des professionnels de seconde ligne. Au travers de nos 3 territoires, il y a des formations, des sensibilisations, des réseaux de professionnels. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Notre rôle, c'est de coordonner toutes ces actions. Et donc, on a un dernier rôle, c'est d'être en interface entre les instances de tutelle et la seconde ligne, et notamment l'ARS. Voilà, c'est un peu nos 3 grandes missions. On a un... On est... qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes ces questions. On sera ravis de vous répondre. Et voilà. La stratégie nationale, on en a déjà beaucoup parlé ce matin. Voilà, pour rappel, les 6 engagements, dynamique de recherche, des solutions d'accompagnement à chaque personne, diagnostic et intensifier les interventions précoces, adapter la scolarité, accompagner les adolescents et les adultes, et pour finir, le dernier engagement, faciliter la vie des personnes, des familles et faire connaître les troubles du neurodéveloppement dans la société. Et pour finir, appelez-nous. C'était l'instant pub. Merci beaucoup.
Alors, pour vous attester à